Merci de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Bonsoir et bienvenue à ce nouveau cours. Aujourd'hui, je vais présenter le module 4 du cours intitulé « Les fondamentaux du droit ». Dans ce cours, nous allons parler des droits subjectifs. Nous avons déjà parlé du droit objectif. Quand on dit droit objectif, c'est plutôt au singulier. C'est la première nuance à faire entre droit objectif et droit subjectif. Mais quand on dit droit subjectif, c'est un ensemble de prérogatives, un ensemble de privilèges et aussi un ensemble de devoirs reconnus au sujet de droit par la règle du droit objectif. Donc, non seulement ces prérogatives, privilèges, sont individuels et aussi reconnus par le droit objectif, mais aussi ces prérogatives sont protégées et sanctionnées par le droit objectif. C'est le droit objectif qui va dire quels sont les avantages que peut jouir un sujet de droit. Quels sont les devoirs que doit accomplir le sujet de droit. En principe, il est dit que le droit est inséparable du devoir. Là où il y a un privilège, il y a une obligation. On ne peut pas parler privilège sans penser obligation. Donc le droit est inséparable. Le droit ici, c'est privilège de l'obligation qui est le devoir. Le droit subjectif est divisé en deux grandes catégories. Il y a premièrement la catégorie des droits patrimoniaux. Il y a deuxièmement la catégorie des droits extra-patrimoniaux. Avant tout, mes chers amis, nous allons essayer de voir ce que c'est que le patrimoine, avant même d'aborder les droits patrimoniaux. Qu'est-ce que c'est que le patrimoine? Nous allons lire pour vous la définition proposée dans le lexique des termes juridiques sur la notion de patrimoine. Je vais essayer de trouver la définition. Patrimoine. En droit civil, c'est l'ensemble des biens et des obligations d'une personne envisagées comme une universalité de droit, c'est-à-dire comme une masse mouvante dont l'actif et le passif ne peuvent être dissociés. Le patrimoine, mes chers amis, ça correspond à l'ensemble des prérogatives d'un sujet qui sont évaluables en argent. C'est l'universalité juridique du sujet, l'ensemble des droits d'un sujet. Ici, droit, c'est à la fois privilèges et obligations qui sont évaluables en argent. Le patrimoine est d'ordre pécuniaire. On ne peut pas parler de patrimoine sans parler de l'argent. Voilà pourquoi, dans le patrimoine, il y a ce qu'on appelle des actifs et des passifs. Ceux qui font de la comptabilité comprennent très bien ce que c'est que l'actif, ce que c'est que
le passif. Donc, les actifs, ce sont les biens qu'on possède, les avoirs, alors que le passif correspond surtout à l'ensemble des dettes, des obligations. Si on hypothéquait en maison, moi-même, comme mon qui te met maison propriétaire, immédiatement que moi hypothéque maison, mon qui hypothéque là, mon prend comme ma mère, mon une dette envers lui, qui c'est une obligation. Et bien dette ça que me gagne, il est en passif. Mon ça lui-même il a un droit envers moi que nous relais un droit de créance. Les mêmes sont créanciers, les mêmes sont débiteurs. On dit que dans le patrimoine, les droits sont cessibles. C'est-à-dire, ces droits peuvent être cédés à trop vif par un acte, soit à titre onéreux ou bien à titre gratuit. Dans le cadre de la formation que je vais proposer sur le droit des successions et des libéralités, je vais parler de la notion de libéralité et la notion de succession en large, pour voir comment peut-on donner, quels sont les actes ou les contrats qu'on peut réaliser, soit pour donner ou bien pour vendre un bien. Nous disons que les droits patrimoniaux sont cessibles, ça c'est en termes de caractère. Ils sont transmissibles. Transmissibles à cause de mort, par exemple. Une maman, te gagné petite lit, ok, il t'a vivre avec eux, une maman te gagne pile bien, te gagne paquet de terre, machine, un paquet de bien. Immédiatement maman a mouru, et bien Timoyo c'est des héritiers légaux. Ils ont droit pour prendre bien maman. Donc ces biens sont transmissibles. Les droits patrimoniaux sont aussi saisissables. Donc, à l'exception des biens qui, nous capables de dire, indispensables à la survie du débiteur, les droits patrimoniaux sont saisissables. Si toutefois, parce que en principe, en droit, on dit qui s'engage, engage ses biens présents et à venir. Si toutefois, moi décidé contracter un prêt et que pas qu'à remettre, il y a possibilité pour bien que me gagne, vous prendre. Voilà pourquoi il est important que lorsque nous prêtons mon cob, pour nous voir un monde qui connaît droit. Pour nous connaître comment nous prêter un monde. Il va prêter mon bail que bail. Après ça, en principe, vous pouvez tomber dans un adage juridique qui dit là où il n'y a rien, même le roi perd ses droits. Donc, vous ne pouvez pas prêter monde qui n'est pas solvable. Donc, ça, c'est le droit. Ce n'est pas la morale. Maintenant, là, nous parlons de droits patrimoniaux. Il faut que nous disions que tout sujet de droit qui existait, c'est-à-dire toute personne physique ou morale, il y a un patrimoine. Parce que tout le monde qui vit, il y a un ensemble de biens pour, il y a un ensemble de bagages pour posséder, il y a un ensemble de dettes qu'on gagne. Et bien par le fait que vous sont sujet de droit, ou gain
obligation ou gain droit ou tout le patrimoine. Donc patrimoine en lui-même nous dit que les caractérisés par un ensemble de biens qui comme dit c'est actif et un ensemble de dettes qui c'est passif. Donc mes chers amis, c'est ça, on a parlé de patrimoine. En gros, maintenant, essayons de voir les types de droits patrimoniaux. Les noms des droits patrimoniaux gagnent deux types, mes chers amis. Deux types de droits patrimoniaux, c'est qui ça est concrètement. Il y a les droits réels, il y a les droits personnels. Les noms des droits réels, c'est qui ça nous veut dire dans le concret. Ok. Nous dit droit réel, nous avons un mot latin là qui signifie chose. Le droit réel, c'est un droit qui porte directement sur une chose. Par exemple, téléphone panneau, c'est un bien, c'est une chose. Moi, j'ai un droit réel sur lui en tant que propriétaire, en tant que détenteur, en tant que possesseur, en tant que jouisseur. Là, on parlait de corpus, animus, abusus. Moi, j'ai un droit réel sur lui. Donc, le fait qu'ils sont choses, n'oubliez ça, un droit réel. Moi, j'ai un caille, ou bien moi, j'ai un terrain, qui c'est pas mon titre de propriété comme son bien immobilier, moi, j'ai un droit réel sur lui. Ça, c'est droit réel. Là, on dit droit personnel, c'est droit que l'on a exercé contre une personne. Ça, c'est très important. Le droit réel porte sur une chose. Le droit personnel s'exerce contre une personne. Ici, on dit que les droits réels doivent leur nom au fait qu'ils portent sur une chose, le mot reste signifiant chose en latin. Les droits réels correspondent aussi aux prérogatives exercées directement par une personne sur une chose, contrairement aux droits personnels qui portent sur des prestations de l'homme. La nature du droit diffère selon qu'il porte sur un meuble ou un immeuble, sur une chose consomptible ou non consomptible, sur une chose fongible ou un corps certain, ou encore sur un bien public ou privé. Le fait qu'une chose appartienne à telle ou telle catégorie emporte l'application des règles particulières, sachant qu'une chose peut relever de plusieurs catégories. Donc, dépendamment de qui nature chose là, droit nous bien soulignant les réglementé par un régime qui est différent, un régime juridique. Par exemple,
Sur une voiture, moi ça relé un droit réel mobilier. L'aime pas de mobilier parce que nous avons droit sur une chose qui est mobile, qui est déplacée. Mais si c'est sur une maison, moi j'ai un droit réel immobilier. Et dépendamment de nature chose là, la loi parle dit mais comment moi dois exercer droit, mais comment je dois tenter une action si toutefois doit me léser. Donc j'espère que nous clair avec cette question de droit réel. Ok. Maintenant, on va essayer qui ça droit personnel. Ici, on dit que à la différence des droits réels, les droits personnels s'exercent contre une personne et non sur une chose. Les droits personnels ou droits de créance peuvent être définis comme les droits permettant à une personne, le créancier, d'exiger une certaine prestation ou abstention d'une autre personne, le débiteur. La prestation peut consister à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. L'acheteur d'un fonds de commerce, bénéficiaire d'une clause de non-concurrence, peut par exemple exiger du vendeur l'engagement de ne pas se réinstaller dans une commune limitrophe. Le lien qui se noue entre le créancier et le débiteur s'appelle l'obligation. Les droits personnels sont aussi variés que les prestations qui peuvent en être l'objet. On peut distinguer ou exiger d'un peintre qu'il finisse de peindre la pièce qu'il s'était engagé à peindre, ou bien exiger d'un artiste qu'il livre le tableau qu'on lui a acheté. Les droits personnels sont en nombre illimité. Le principe de la liberté des conventions autorise les contractants à créer des rapports juridiques non prévus par la loi. La seule limite est le respect de l'ordre public et des bonnes mœurs. Quand on parle de droits personnels, c'est des droits qui existaient entre deux particuliers et qui baillent possibilité à un pour exiger en l'autre une prestation quelconque, ou bien applier à une obligation que tu es engagé pour te répondre à lui. Les droits personnels, ils sont créés par une manifestation de volonté, par des actes juridiques. Donc, nous avons choisi, nous disons, ok, nous avons fait un contrat. Nous avons fait un contrat avant pour nous donner une formation, ou même pour payer un cob. Immédiatement que moi fais contrat avant, moi prends un cob, moi doué bonne formation. Ou même ou son créancier, moi-même son débiteur. Parce que nous avons dette envers vous pour me donner une formation. Et si je ne pas ou quand exiger m'baoul. Voilà pourquoi on dit que les droits personnels sont illimités. Autant de fois que nous voulons nous créer des droits personnels. Si on différencie entre droits personnels et droits réels sont limités. Il y a ce qu'on appelle les droits de propriété, l'usufruit, la servitude, l'amphithéose. Donc, je ne vais pas détailler ça. Je vais proposer plutôt une formation en droit des biens. Je vais parler de amphithéose, de servitude, de bail, de construction. On va parler de droits réels principaux, ça me citer là-haut, et on va parler de droits réels accessoires. Par exemple, hypothèque, gage, nantissement, anticrèse. On va parler de ça. Dans le cadre d'un cours, droit des biens. On a fait une belle formation sur droit des biens. Ok. Nous dit que droit réel est limité, alors que droit personnel est illimité. Donc, c'est nous qui avons créé les nouveaux
Cependant, l'article 10 du Code civil dit que il n'y a pas de contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Donc, non pas qu'à créer un droit à partir d'un principe qui moralement pas acceptable, ou bien que la société ou bien la loi pas d'accord. Donc depuis la loi pas d'accord, il est contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Donc c'est différent ça qui gagne entre le droit réel et le droit personnel. Donc nous tenons droit patrimoniaux à ce niveau. On essaie rapidement les droits extra-patrimoniaux. Pour le bagay nous devons kembe, c'est que nous te dit que les droits patrimoniaux sont des droits évaluables en argent. Ça c'est le premier bagay que nous devons kembe. Ce sont des droits évaluables en argent. Maintenant, en nous, ouais, droits extra patrimoniaux. Qui dit extra, dit hors de, en dehors de, au-delà de, extra. Eh bien, les droits extra patrimoniaux sont des droits qui ne sont pas dans le patrimoine. C'est-à-dire, et Pabli me dit, le patrimoine est pécuniaire. Le dit patrimoine, c'est l'argent. Eh bien, droits extra-patrimoniaux, c'est droits pas dans la question de l'argent. C'est des droits qui ne sont pas évaluables en argent, inhérents à la personne même et qui sont en principe insusceptibles d'une évaluation pécuniaire. Même si les droits extra-patrimoniaux peuvent entraîner des conséquences pécuniaires ou bien des conséquences financières, ils ne sont pas des droits qui se trouvent dans le patrimoine du sujet. Ils sont hors du patrimoine. En principe, les droits extra-patrimoniaux se divisent en deux catégories. Il y a les droits publics extra-patrimoniaux, ou bien les droits de l'homme. Il y a aussi les droits privés extra-patrimoniaux. Donc les droits de l'homme correspondent aux prérogatives minimales qui doivent être reconnues à tout être humain. C'est inaliénable. C'est inhérent à la personne. Ces droits sont le plus souvent affirmés par différents textes. Par exemple, en Haïti, on ratifie des conventions qui ont rapport avec les droits humains. Par exemple, il y a des conventions qu'on a signées tantôt sur la protection de la femme, la protection des mineurs, sur la protection des personnes en situation de handicap. Tout ça, c'est des droits extra-patrimoniaux, mais d'ordre public. À ce stade, il y a aussi les droits politiques. Donc ce sont des droits qui sont le plus souvent reconnus par la Constitution pour dire qui peut voter, qui peut être candidat, tout ça. Donc ces conditions font partie des droits extra-patrimoniaux, mais surtout ceux qui sont d'ordre public. Donc il est important de dire aussi que les droits extra-patrimoniaux sont reconnus à toute personne dans ses rapports avec les autres et sont opposables à l'État lui-même. Donc c'est l'État qui a la charge de garantir le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à l'éducation. Donc droits extra-patrimoniaux, c'est des droits que l'État lui-même lui doit faire tout effort pour le garantir. Par exemple, en Haïti, nous avons un petit monde qui domine dans la rue. Or, ces droits
les droits extra-patrimoniaux sont inaliénables, sont imprescriptibles, sont insaisissables. Donc l'État devrait garantir la protection de ses enfants. Ça, c'est vraiment important. Droit à l'éducation, c'est un droit extra-patrimonial que lié. Malheureusement, l'État pays non pas vraiment garanti ça. Ensuite, il y a les droits extra-patrimoniaux, les droits privés extra-patrimoniaux. On dit que les droits privés extra-patrimoniaux sont très variés. On peut distinguer 3 catégories, à savoir les droits de la personnalité, les droits familiaux et le droit moral des auteurs. Donc, dans la question droit de la personnalité, nous jouons cette question de reconnaissance et respect individuel. Pas oublier que personnalité, c'est un ensemble de caractéristiques qui fait de sujet à s'allier. Donc, le monde doit respecter personnalité chaque monde. Le monde doit respecter individualité chaque monde. Donc, tout le monde a une perception, tout le monde a une compréhension des choses. Tout le monde doit respecter ça. Il y a aussi les droits de la famille. Par exemple, question mariage, question parenté, question filiation. Donc tout ça, c'est des embranchements du droit de la famille que non pourquoi pas entrer dans haut parce que yo en pile. Donc nous avons gagné pour nous faire d'autres formations en droit civil qui permettent nous plus proches et nous pas détailler. Par exemple, c'est le mariage qu'on va faire objet de toute information. Seul mariage. Sorti dans le mariage, conditions de fond, conditions de forme, critères de validité et d'invalidité, procédure pour entamer en question contrat de mariage, différence entre contrat de mariage avec acte de mariage, différents régimes matrimoniaux, ça c'est des bagailles qui prennent temps. Comment procéder au divorce? Dans quel cas peut-on divorcer? Tout ça, c'est un ensemble de causes nous pas pour nous, parce que l'objectif là, c'est venir en communauté, former sous domaine droit, domaine psychologie, domaine communication, domaine sexualité, domaine informatique. Et puis d'ici 2025, je pense que nous avons gagné une communauté de savants, monde qui connaît, et puis pour nous faire ça, nous voulons faire pour Haïti. Donc mes chers amis, moi après là pour asseoir en cas de formation, moi souhaiter que nous prenions formation à cœur, au sérieux, chaque module toujours révisé. Donc merci beaucoup, à très vite. Merci de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo.